Est-ce que vous Coming pouvez out. éventuellement me dire, enfin ceux qui sont volontaires, ce que vous avez fait avec Scratch jusqu'à maintenant, dans vos établissements et comment ça s'est... Enfin, je trouve ça intéressant de commencer... Nous, donc en CM2, on s'est inscrit à la classe culturelle numérique. Et donc, on a suivi un peu ce plan de route. Et donc, ça a très bien marché. Je peux dire juste qu'on a suivi un petit peu ce parcours d'apprentissage et que ça a été assez costaud parce qu'on on a dû passer pas mal de temps quand même. Mais les élèves, bien sûr, ont apprécié. Et puis, nous, après, comme expérience, on participe au castor informatique, on fait des petites choses avec Blockly, avec code.org, des choses comme ça. Hein. Mais le vrai parcours comme ça d'apprentissage structuré, etc., on l'a fait l'année dernière avec la classe culturelle numérique. Et qu'est-ce qui a été fait exactement avec cette classe culturelle? Qu'est-ce qui a été fait? Au produit? départ, c'était juste, il y avait 3 projets à faire sur l'année. Donc le premier projet, c'était faire danser 2 lutins, tout simple, découvrir. Après, le deuxième projet, c'était utiliser l'outil stylo. Donc il fallait faire c'était une œuvre d'art. D'abord, on faisait un carré, après des créneaux, après ceci, puis peu à peu, ils arrivaient à trouver quelques fonctionnalités et puis à faire de très très belles fractales ou j'en sais rien. Et puis le troisième projet, c'était faire des jeux. Donc on faisait labyrinthe, après on faisait des courses de voitures, enfin des choses comme ça, le troisième trimestre. Est-ce que c'était imposé en fait? Les projets étaient imposés dans... Disons qu'il y avait ce parcours-là, mais après, les équipes d'élèves faisaient leurs projets vidéo avec une certaine créativité, c'est-à-dire il y en a qui allaient très très loin, hein, qui commençaient à mettre plein de conditions et plein de choses très compliquées, pour moi d'ailleurs. Mais bon, c'était quand même, on va dire, dirigé, mais quand même, ça restait créatif. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur son expérience avec Scratch en classe? Chez nous, je sais que mes collègues de maths et de technologie, ils ont commencé à programmer, mais je pars du secondaire. Au primaire, rien du tout. Il n'y a pas eu encore de début dans le primaire. Par contre, notre souci le plus important, qui n'ont pas encore trouvé la réponse, même si peut-être elle existe, c'est que nous travaillons avec Mac, avec les iPads. Donc c'est la possibilité, les fonctionnalités de Scratch sont apparemment limitées, selon mes collègues. Non, en fait, Scratch sur un iPad, ça ne marche pas pour l'instant parce que Scratch c'est basé sur Flash. Voilà. Mais si, il y a quand même une option. Mais... Ah oui, ça s'appelle Pingui. Non, même dans Scratch, il y a une petite, mais elle est très limitée. Donc on ne peut pas faire plein de fonctionnalités. Ah oui, mais c'est peut-être Scratch Junior dans l'application Scratch Junior. Ah oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais à partir de là, ils ne peuvent plus rien faire. Donc comme nos élèves travaillent avec l'iPad, en primaire et en secondaire, donc c'est là où nous ne sommes plus limités. C'est embêtant, voilà. Enfin, on en parlera tout à l'heure justement de ces questions de matériel en fait, de quoi on a besoin pour lancer les projets. Voilà. Notamment, c'est vrai que la tablette à partir du cycle 3, j'ai envie de dire, ça va pas parce que la vraie version de Scratch qui correspond au cycle 3 au collège et au lycée. Serait sur PC. Et puis même, quand bien même... Alors il y a une nouvelle version de Scratch qui est le Scratch 3, je crois. Il faudra voir. Voilà. Donc, qui marche sur tablette, mais je suis pas sûr. Alexis, tu nous diras ce que tu en penses, mais je suis pas sûr. Et puis enfin, on en parlera peut-être plus tard. Mais je prendrai des idées quand même. Je suis pas sûr que la tablette ce soit l'objet idéal pour travailler sur Scratch. De toute façon, nous avons une salle numérique avec des PC, donc ils pourront aussi, s'ils le souhaitent, faire des projets à ce sujet-là. Et on va voir, prendre quelques idées. Non, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une nouvelle version de Scratch entre la 3 et la version 3 qui, elle, sera tactile en fait, et donc on pourra l'utiliser. Pour l'instant, elle est en version bêta, c'était toujours compliqué dans la technique, mais donc on pourra l'utiliser sur une tablette, sur un smartphone aussi. Mais vous pouvez déjà taper beta.scratch.edu et vous pouvez déjà la tester. Moi, j'ai plutôt tendance à l'adopter dès cette année avec mes élèves. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment, depuis quelques années, alors, il y a certains exagèrent en disant que à côté de lire, écrire, compter, il faudrait ajouter coder. Mais il n'empêche qu'il y a un mouvement comme ça, on voit bien notamment au ministère, hein, où
l'algorithmique, la programmation, le coding, la robotique, tout ça, ça rentre dans les programmes, et de la maternelle à la terminale. Et après, enfin, pour nous, mais on la travaille, mais avec d'autres outils. Et donc, ce qui est intéressant, comme sur ces rencontres, c'est aussi un moment où on peut essayer d'élaborer un cursus comme ça, et comme souvent on est dans des cités scolaires, justement, de la maternelle à la terminale. C'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'on fait, à quel niveau, avec quels outils, sachant que parfois certains outils sont carrément désignés par les programmes. Donc Scratch est désigné explicitement au collège en maths, en technologie. Python est désigné explicitement en maths, en informatique, en sciences numériques et technologies, enfin dans les nouveaux enseignements qui vont arriver l'année prochaine. Donc voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que David va intervenir sur Scratch, moi demain j'interviens sur Python, justement pour essayer de montrer les différentes étapes, où on en est, ce qui est possible de faire, proposer des pistes, travailler ensemble, etc. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir pour partager son expérience? C'est génial. Dans mon établissement, moi personnellement, j'utilise comme professeur de mathématiques depuis quelques années en 5e, en 3e, et mes collègues en 4e aussi. C'est dans les programmes et on fait des activités ponctuelles plus visant l'algorithmique, développer les compétences en algorithmique des élèves. Depuis en 6e, on commence déjà un petit peu et plus tard on a arrêté parce que c'est Python, comme disait Alexis. Là, ils ont les trois professeurs de primaire ont reçu une formation sur la robotique. Ils sont venus, moi je pensais qu'ils allaient préférer Scratch, mais apparemment bon, ils ont travaillé avec un robot Timio, hein, voilà, et qui utilise un autre logiciel pour programmer. Un autre langage, qui a une autre logique d'ailleurs. Ça enrichit, mais d'un autre côté, je trouve ça éparpille aussi un peu disons la ligne que nous marquent les programmes. Maintenant, petite parenthèse, on peut programmer le Timio avec Scratch justement, mais bon, là c'est pas vraiment le sujet. Super, parce que juste comme ça. Vraiment, je préférais. Enfin bon. On a eu aussi le conseiller pédagogique, on a eu la chance d'avoir le conseiller pédagogique de maths chez nous, et qui nous a transmis, qui nous a proposé de faire une progression, de faire une étude des compétences en algorithmique en cycle 3, en cycle 4. Je pense que cette tâche va nous permettre d'établir une progression plus fixe pour l'ensemble des collègues. Parce que pour l'instant, on faisait un peu des activités ponctuelles. Je voulais un peu parler du jeu vidéo parce que je trouve qu'on a souvent une vision très réductrice du jeu vidéo. Et ce type de projet, ça peut permettre aussi d'élargir l'idée que nos élèves s'en font. Parce qu'on peut très bien imaginer des jeux vidéo où on ne perd pas, par exemple. On peut très bien imaginer des jeux vidéo où il n'y a même pas l'idée de gagner, en fait. Où juste on joue. Je trouve que c'est aussi une forme d'écriture à explorer, plus que jamais, parce que même si on a des jeux indépendants en France, qui a un peu de recherche et de créativité, il y a encore énormément de choses à faire de ce côté-là. Donc c'est vraiment bien de travailler cette forme d'écriture avec les élèves. Et il y a par exemple aussi tout le secteur ce qu'on appelle les jeux sérieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, par exemple, là, je sais que dans l'élection présidentielle, il y a des partis politiques qui ont fait des jeux vidéo. Il y a aussi tout ce qui est jeux éducatifs, en fait. Donc même en termes peut-être de débouchés, même si on n'est pas encore, même si au collège et au lycée, et encore moins à l'école primaire, on n'est pas encore en train de penser débouchés, c'est quand même pas mal finalement de traiter cette question du jeu vidéo à l'école, en élargissant un peu, en sortant un peu de Fortnite, de tous les jeux que nos enfants connaissent, de partir plus loin, de leur dire non mais attends, réfléchis, t'es pas forcément obligé de reproduire ce que tu connais déjà, tu peux essayer de partir sur quelque chose de complètement nouveau. C'est très difficile en général, mais parfois il y a des bonnes surprises.
Et du coup, je voulais aussi vous présenter vous présenter Scratch, qui est un environnement de programmation graphique, mais vous le connaissez tous, ça a été créé par le MIT. Mais ça, bon, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Maintenant, je voudrais vous dire pourquoi moi je trouve ça intéressant de créer un jeu vidéo en classe. Bon, évidemment, parce que ça permet d'être créateur de contenu, c'est-à-dire que les élèves passent de l'autre côté, ils sont plus consommateurs sur la tablette, ils doivent réfléchir, mais comment ça va se passer, etc. C'est un projet qui favorise l'inclusion de tous les élèves, qui permet vraiment de différencier, et particulièrement avec Scratch, mais ça on y reviendra plus tard. Après, bien, il y a tout l'aspect, c'est ce que disait Alexis, coder, apprendre à résoudre des problèmes. Alors, en ce qui concerne le primaire, on est complètement dans les programmes, puisque les nouveaux programmes, qui sont plus tout à fait nouveaux parce qu'ils sont de 2016, on retrouve texto dans ces programmes, donc de l'élémentaire du cycle 3, programmer les déplacements d'un personnage sur un écran. Là, il y a quand même de grandes chances que quand on se lance dans la création d'un jeu vidéo, on soit amené à faire ça. Utiliser un logiciel de programmation adapté, ça dès le CE1, et produire des algorithmes simples. Et au secondaire, Alexis, je te propose un peu de nous parler du programme, des éléments de programme. On m'a demandé, on m'a dit que c'était important. Prendre cours sur la précision du programme. Non, ne ce que je veux dire, c'est que en mathématiques, on avait plutôt, on avait 3 grandes parties, géométrie, statistique et probabilité, et puis analyse. Et maintenant, on en a 5. Il y a nombre et calcul qui arrivent en fait, et puis il y a algorithmique et programmation qui est une des 5 grandes parties, aussi bien du collège que des nouveaux programmes du lycée, c'est sûr. Enfin, là, il y a des pré-programmes, mais c'est certain. Donc voilà, donc on voit le point nouveau de l'algorithmique et de la programmation, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dès l'entrée dès le cycle 4, en tout cas en maths, et en technologie d'ailleurs. Et voilà, donc ça témoigne, le fait que ce soit un des 5 grands domaines, déjà, ça témoigne de l'importance nouvelle donnée à ce domaine. Et puis ensuite, après, je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails, mais on essaye d'aller un peu crescendo dans les difficultés. Peut-être en fin de cycle 4, pour ce qui est de Scratch, ça va être la programmation parallèle, ça va être parallèle, ça va être la création de blocs, etc. Mais et c'est vrai que pour tout ce qui est demandé, ça peut très bien se faire par projet de jeu, parce que la création de jeu c'est complexe, ça fait intervenir énormément de choses, les déplacements, les angles, les nombres aléatoires, enfin, tout ce que vous savez si vous pratiquez ou pas. Et aussi ça permet vraiment de différencier. Là on a de la chance, c'est qu'on peut vraiment proposer des dispositifs différenciés. On a des élèves qui se sont tellement amusés en primaire qu'ils savent déjà tout. Et donc ils vont s'ennuyer pendant 3 ans ou 4 ans si jamais vous ne leur proposez pas. Moi j'ai constaté ça. Il y en a d'autres par contre qui n'ont pas du tout vu, parce que ils ont vu différents professeurs d'école qui n'ont pas pratiqué, ou dans des nouveaux aussi, etc. Enfin, on peut vraiment avoir une hétérogénéité très très forte dès le départ. Et donc proposer des jeux par projet, par groupe, etc. Ça peut permettre effectivement d'avancer à son rythme. Et surtout, et puis d'aller bien au-delà de ce qui est demandé, ce qui est relativement modeste par rapport aux possibilités offertes par Scratch. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Oui, on va très facilement plus loin en général. Alors, moi aussi, ce que je voulais dire, c'est que dans le projet création de jeux vidéo, cet aspect codage qui est au programme, pour moi, c'est quand même un détail, parce qu'un jeu vidéo, on va en reparler tout à l'heure, ça ne se réduit pas du tout à cet aspect code. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il y a plein d'autres compétences qui sont travaillées. Oui, mais si tu veux, si tu fais ça, ça dépend où est-ce que si tu le fais en cours de technologie, en cours de mathématiques, ou si tu le fais dans un club informatique annexe, ça dépend du contexte. Si c'est en mathématiques, on va quand même rappeler que voilà, ça va être qu'est-ce qu'une variable, les boucles bornées, boucles non bornées. Enfin, voilà, c'est dans un contexte pédagogique précis, et ça dépend de ce que tu veux faire passer. Mais c'est vrai que ça peut se faire passer par le jeu. Il faudrait que ce soit transdisciplinaire, mais justement, ça j'aimerais bien savoir en fait si c'est possible de mettre ça en place. Voilà, avec un EPI. C'est important de rappeler que c'est pas réservé aux sciences, effectivement. Oui, je disais, il y a justement l'anglais qui traduit le jeu vidéo et qui le crée en anglais. Il y a la traduction française, blablabla. Il y a les maths, il y a la techno. Donc oui, interdisciplinaire. Oui, puis on peut prendre aussi le jeu au sens large. Ça peut être une animation. Une collègue de français, c'était après la lecture d'une nouvelle de Maupassant, je crois. C'était on recrée les personnages, les élèves utilisent leur voix pour justement parler, parce qu'on peut enregistrer la voix sur Scratch, vous le savez aussi peut-être.
tout sûrement. Et voilà, ils ont théâtralisé la lecture qu'ils venaient de faire sur Scratch, quoi. Donc du coup, c'est assez vaste comme panel de compétences survolées ainsi. Bon, on peut imaginer des tas de choses, parce qu'il y a déjà réfléchir aux jeux vidéo, avoir une idée, vendre son idée, communiquer autour de son idée. Donc ça, bon, quand on n'est pas en primaire et qu'on est au secondaire, ça concerne plutôt les profs de français. Après, il y a développer l'idée, il y a tout l'aspect graphique, les arts visuels, éventuellement la musique, le design sonore, les paysages sonores, ça peut se faire en cours de musique. On peut même imaginer le mouvement, en fait, que ça puisse travailler avec des profs d'EPS. D'ailleurs, on voyait hier, je ne sais pas qui était à l'atelier, le cirque des robots, mais enfin, c'était aussi avec un prof d'EPS, donc c'est bien la preuve que ça concerne vraiment tous les profs dans un établissement. Si c'est un jeu historique, on pourrait imaginer une intervention du prof d'histoire, etc., etc. Après, le jeu, il peut être traduit en anglais, enfin, il peut être traduit dans une langue vivante qui est enseignée à l'école. Voilà. Donc, du coup, initiation à une nouvelle forme d'écriture, j'en ai déjà parlé. Projet qui incite à l'entraide et à la coopération, on verra aussi tout à l'heure. Et enthousiasme des élèves garantis. Je ne sais pas toi, Alexis, ce que ça donne en général, mais en général, quand vous dites à votre classe, ce trimestre, on va créer ou pendant cette période, on va créer un jeu vidéo, en général, ils sont vraiment très très contents. Enfin, ils sont tout de suite dans l'activité, quoi. Oui, enfin, mais ça me fait penser à l'intervention de Bruno de Vauchelière où il disait, bon, il y a un enthousiasme initial, mais ça peut aussi retomber. Donc, ça dépend. Disons que moi, l'enthousiasme, je le retrouve parce que je fais un club coding, donc en activité périéducative. Donc, mais là, il y a une certaine liberté. Par contre, en maths, je veux quand même faire passer un truc, donc c'est assez cadré, quoi. Donc, voilà, je veux dire, si tout d'un coup, l'objectif c'est la boucle conditionnelle, si alors, sinon, bon, bah, ça va être ça. Alors ça peut justement être une situation de jeu, mais on n'empêche que c'est ça que je veux faire passer. Donc c'est aussi, il y a une contrainte et ils sont généralement motivés, mais ça reste des maths que je veux faire passer derrière. En tout cas, il y a de l'algorithmique ici. Ouais, alors que moi, en cycle 3, je suis toujours parti dans l'idée que justement, ils allaient être un peu complémentaires. C'est-à-dire que, bon, alors effectivement, on travaille un peu l'aspect code, c'est-à-dire qu'on voit un peu quelques petits algorithmes au départ. Ça va pas très loin en cycle 3. Mais alors après, il y a des enfants qui accrochent plus ou moins à ça. Mais justement, c'est plutôt eux qui vont développer le code dans Scratch, alors que les autres vont plutôt travailler sur d'autres aspects. Et justement, il y a tellement d'aspects, il y a tellement de métiers différents dans un jeu vidéo que c'est facile en fait de créer cette complémentarité. Après, effectivement, ça peut poser des problèmes au niveau de l'évaluation, etc. Donc pourquoi, selon moi, Scratch est l'outil idéal pour un projet de création de jeux vidéo en classe? Parce qu'il est stable, il n'y a quasiment pas de bugs, voire même pas de bugs du tout. Il est extrêmement ergonomique. J'ai rarement vu un outil pédagogique aussi ergonomique, aussi intuitif, facile, puissant, et en même temps puissant. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, je montre un peu aux élèves, parce qu'ils ont toujours un peu l'impression que c'est comme ils voient le chat, etc., ils ont l'impression que c'est un truc un peu qui fait un peu bébé. Et je leur montre en fait des jeux extrêmement poussés, et là, ils se rendent compte que du coup, le champ des possibles est immense. Il est gratuit, il y a une communauté importante. Il est présent au brevet des collèges. Son interface aide vraiment à la différenciation, à la gestion de plusieurs groupes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dans une classe faire 4 ou 5 groupes. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans ma méthodologie. Et c'est selon moi, en fait, alors ça ne sert pas qu'à faire des jeux vidéo, mais pour moi, c'est vraiment un studio de création de jeux vidéo clé en main. Déjà parce que on a une partie. Alors déjà, oui, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va même jusqu'à la communication de son jeu vidéo, à la diffusion de son jeu vidéo. Donc c'est comme sur YouTube, on peut découvrir les jeux des autres, on peut même analyser un peu les jeux des autres, commencer par dire ce qu'on en pense, etc. Une fois qu'on est sur un jeu, il y a cette possibilité que j'adore, qui est d'aller voir à l'intérieur pour voir comment les personnes, c'est pas toujours des enfants, ça peut être des adultes, ont fait pour créer ce jeu, pour même s'inspirer. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire quelque chose, on se dit « Ah, mais dans ce jeu-là, justement, il le fait à un moment ». On peut aller voir comment la personne a fait. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai aussi des activités associatives dans le logiciel libre. Et là, tout d'un coup, on a vraiment des processus qui sont ouverts. On peut voir le code des autres, on peut partager le sien, on peut commenter ceux des autres, on peut liker, etc. Il aime bien aussi ça. Mais ça, pour moi aussi, il peut y avoir des processus. Alors évidemment, ça implique par contre d'utiliser le Scratch sur la plateforme, donc Scratch en ligne. Après, on peut avoir des problèmes de connexion dans nos établissements et du coup on va choisir la version hors ligne. Moi j'ai ça par exemple chez moi parfois parce que donc il y a des versions hors ligne, la version 1 ou la version je ne sais plus combien, mais et si vous êtes bien connecté, vraiment je suggère surtout que les élèves vont avoir leur compte et vont mettre leurs différents projets les uns à la suite des autres dans un espace où vous pouvez les regarder, ils peuvent se les partager, etc. Donc effectivement
ceux qui sont motivés vont regarder les jeux des autres et progresser. Et C'est une à leur vraie, rythme, c'est vraiment c'est une vraie initiation à l'esprit du logiciel libre. Et elle est Absolument. très importante à l'école parce que très vite, moi, à chaque fois qu'on se lance dans un projet, il y a des élèves qui reprennent des bouts de code, etc. Et on me dit, ah, il a copié, il a triché, etc. Et là, on leur montre, mais non, non, pas du tout. On peut très bien. Alors, c'est mieux quand on comprend en fait ce qu'on récupère. Mais on peut très bien pourquoi toujours tout inventer. On peut très bien récupérer de nouvelles choses, comme ça se fait depuis très longtemps dans le domaine du logiciel libre. Donc ça, c'est intéressant. Et vraiment, le fait qu'il y ait cette possibilité de voir le code et même de remixer et même de voir l'arbre successif des remixes. Je ne sais pas si tout le monde voit à quoi je fais allusion là dans le... c'est vraiment bien. Donc voilà, il y a l'aspect, ce que je voulais dire, oui, dans l'interface, il y a l'aspect effectivement donc pour coder. Il y a même aussi un tutoriel qui est extrêmement bien fait, donc ça peut aussi être une entrée dans le projet, de leur faire faire à leur rythme le tutoriel. Il y a... ça c'est le tutoriel. J'avais fait des photos au cas où la connexion internet n'est pas très bonne. Là ici on a quand même un endroit où on peut plus ou moins faire travailler des sons, c'est-à-dire qu'on peut mettre des effets et surtout on peut couper un bout du son. On peut aussi s'enregistrer. Et puis on a une sorte de mini GIMP, enfin de mini logiciel. Éditeur graphique. Comment Éditeur graphique, Photoshop, enfin une sorte de mini Photoshop extrêmement intuitif avec lequel on peut dessiner. Et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur l'interface. Ben non, simplement elle change un peu. Donc la nouvelle version elle est en bêta, mais en janvier, je pense qu'ils vont vouloir la remplacer. L'objectif c'est de la remplacer pour le 1er janvier. Et donc c'est pas mal de s'habituer. Il y a quelques petits changements. Leur multimédia ça a été pas mal amélioré. Donc tout ce qui est son c'est vraiment enrichi. Et puis l'interaction avec des cartes, Arduino, Microbit, Mbot, des choses comme ça, je ne sais pas si ça vous parle. Donc avec des cartes et des robots, là aussi est fortement amélioré. Scratch a été développé au MIT par des enseignants en fait, des enseignants-chercheurs, mais des enseignants. Ça le différencie vraiment d'un jeu d'éditeur plus classique, quoi. Il n'y a pas forcément les mêmes logiques. Et c'est aussi pour ça qu'il il est préconisé par le ministère. Mais c'est vrai qu'il a apporté une petite révolution dans l'approche algorithmique, vraiment. Cette approche par bloc qui était nouvelle. Avant, c'était vraiment c'est du Python, hein, c'est du texte, caractère blanc sur fond noir, intimidant. Et là, tout d'un coup, ça s'est rendu accessible au plus grand nombre et justement à des âges très, très... Au primaire, on ne pouvait pas vraiment faire de la programmation. On pouvait faire de la programmation non connectée, hein, évidemment, l'algorithmique, mais unplugged, comme on dit. Mais par contre, c'était plus difficile de faire de la programmation intéressante vraiment sur ordi. Là, Scratch a révolutionné cet univers. Il dit que ça va s'arrêter au bout de 5 minutes, je ne sais pas pourquoi. L'alimentation va s'arrêter il va arrêter d'être alimenté au bout de 5 minutes. Alors moi, quand j'étais enfant, je crois que c'était en CE2, il me semble, le MIT avait créé, la tortue logo, c'est bien le MIT qui avait créé ça. Aussi, ouais. Et du coup, moi je sais que j'ai découvert le code à l'école primaire grâce au MIT. Donc quoi, leur travail est quand même c'est un peu une extension de logo, parce que quand avec le petit chat, vous faites répéter 4 fois, avancer 10, tourner de 90, vous obtenez un carré, et l'idée du logo, c'était ça, en fait. C'était une tortue qui dessinait en se déplaçant, et on pouvait obtenir des choses intéressantes. Et c'était surtout passer c'était anticiper, synthétiser l'algorithme, l'y réfléchir avant. C'est surtout ça, je pense qu'au primaire, dans les premiers cycles, c'est vraiment passer de avancer 10, tourner 90, avancer 10, tourner 1, à tout d'un coup une unique commande qu'on va anticiper, répéter 4 fois, 10 fois. Ça, c'est vraiment, ça demande un saut quantique dans l'abstraction, dans l'approche et la réflexion. Pour créer un jeu vidéo, moi je parle surtout du cycle 3, parce que je viens du primaire, mais dans le cadre d'un, comment ça s'appelle, un EPI, c'est ça ? On peut tout à fait imaginer la transposition. Moi, j'ai déjà fait en tant qu'intervenant, par exemple. Donc, j'ai déjà créé des jeux vidéo avec des lycéens, avec des collégiens, etc. De quoi on a besoin ? En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment besoin de très peu de choses. C'est-à-dire que Scratch, c'est extrêmement économique. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, parce qu'au minimum, si on veut utiliser Scratch Junior, il faut quand même des tablettes, mais ça peut être des tablettes Android. Et pour Scratch, à la limite, il faut...
je dirais au minimum un ordinateur pour 5 élèves, une bonne connexion Internet, parce que c'est quand même mieux de pouvoir utiliser la version en ligne, et puis idéalement un vidéoprojecteur. Donc moi, je vais vous expliquer un peu comment je procède en général avec les élèves. Donc voilà, là j'avais parlé de l'aspect interdisciplinaire pour voir comment en fait ça pouvait se transposer au collège et au lycée. Et donc, voilà. Donc en général, ce que je commence à faire, c'est que je leur fais émerger, oui, ils savent tous ce que c'est un jeu vidéo, je leur fais émerger les différents métiers du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on fait la liste de tout ce qu'on va devoir apprendre à faire, ou qu'on sait déjà faire, pour créer un jeu vidéo. On part vraiment de là. Puis ensuite, je les mets par groupe devant avec un ordinateur. Donc idéalement, si on peut avoir un ordinateur pour 2, c'est mieux, sinon on se débrouille. Un ordinateur pour 5, ça marche très bien, mais je pense que dans tous nos établissements à l'étranger, on est en mesure d'avoir une unité pour 2 élèves, voire même pour un seul élève. Et au départ, je les laisse vraiment découvrir de manière sauvage, entre guillemets, l'environnement. Je les laisse vraiment tester dans tous les sens, comme ils veulent. Je pars vraiment de ce principe. Ensuite, en général, ce que je fais, c'est que je propose 2 types d'exercices. Un premier exercice, en fait, où je leur montre très rapidement, je leur code une animation, et je leur demande de refaire des animations, évidemment pas la même, et hop, dans un premier temps, chacun son tour vient montrer son animation, et du coup on en discute, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour améliorer, etc. On fait comme ça. Ensuite, on passe à un deuxième exercice, où là, par exemple, je sais pas, je vais dessiner, j'en sais rien, enfin on va prendre un lutin lapin, on dessine une rivière, et je leur dis, voilà, ça serait bien que quand le lapin tombe dans la rivière, il revient au départ. Et puis bon, après, en fonction des groupes, quand je vois qu'il y a des groupes qui accrochent vraiment, je leur dis, ah ouais, mais là, peut-être, tu pourrais créer des vies. Parfois, je les aide, je les débloque un peu, etc., etc. C'est que déjà, là, je commence un peu à m'adapter aux différents groupes et au feeling, en fait, rencontré par les différents groupes. Ensuite, on arrête tout, on ferme les ordinateurs, enfin, c'est-à-dire, on sort de ce domaine-là, et vraiment, chacun va réfléchir en fait à une idée de jeu vidéo, un jeu vidéo en fait qu'il aimerait créer, et on en parle tous ensemble, on échange, etc. Et on essaie en fait d'avoir parfois s'il y a un élève qui est très débrouillard, en fait je l'amène, surtout au secondaire Cécile, c'est lui en fait, ce type de brainstorming, c'est lui un peu qui l'anime, et en primaire aussi. Et du coup, histoire d'avoir 4 ou 5 idées, et après on essaie un peu de dispatcher tous les élèves sur ces 4 ou 5 projets. À partir de là, je vais énormément travailler sur la gestion de projet. Qui, quoi, quand, où, comment, etc. C'est-à-dire que chaque groupe va devoir me dire comment on va faire, qui va travailler, comment on va se répartir les tâches. Il y a d'ailleurs un petit défaut de Scratch, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Alexis, c'est qu'on ne peut pas travailler de manière collaborative. Ça c'est vraiment un problème. Du coup, il faut créer un projet maître, créer des projets esclaves. Parfois, c'est un peu difficile à comprendre pour les élèves, ça c'est vraiment un manque. Je ne sais pas si ça t'a manqué aussi. Oui, alors il y a ce qu'on appelle le sac à dos, je ne sais plus comment il dit ça en anglais, le backpack, là, c'est-à-dire on peut enregistrer en dessous aussi bien des scripts que des lutins, et donc ensuite on peut donc ça c'est pour réutiliser des scripts d'un jeu précédent, enfin d'une création précédente sur une autre création. Ça c'est une première chose. Et par contre c'est vrai que j'en parlais quand on a fait le concours, c'est par groupe, c'est difficile de remixer. Il vaut mieux qu'effectivement un jeu maître, comme tu dis, et des esclaves. Je ne sais pas si c'est bien le terme est approprié, mais moi j'ai la bêta, je peux la montrer. Peut-être que ça marche avec mon ordi, je sais pas. Ah, mais c'est ça qui marchait pas. Ouais. Tu veux montrer la bêta maintenant? Ouais. C'est juste que chez moi ça s'affiche, donc je ne sais pas si. Attends, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer un peu sur... Il est là. Oui, bien sûr. Je vais terminer. Donc en fait, voilà, du coup, chaque groupe, et en général, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que même en étant tout seul dans une classe, on peut vraiment gérer 5 groupes de 5 élèves. Chaque groupe se met à travailler sur son projet, et moi, je passe voir les groupes les uns après les autres pour les débloquer, pour les recentrer quand ça commence à se déconcentrer, à jouer à des jeux, etc. Ou à trop jouer à des jeux, parce que parfois, c'est pas mal de jouer aussi. Et très régulièrement, on fait des bilans étapes, c'est-à-dire que chacun vient présenter, je remixe les différents projets, et chacun vient avec l'ordinateur et le vidéoprojecteur présenter son projet. J'attends pas en général forcément quelque chose d'abouti, en fait, juste quelque chose de jouable, une sorte de prototype, parce que c'est plutôt... ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect gestion de projet. Au-delà du code, même si le code a son importance, c'est l'aspect gestion de projet et aussi toutes les autres compétences de l'école élémentaire
on va pouvoir travailler d'une manière qui est vraiment différente. Bon, mais ça rejoint un peu pas mal de choses, d'ailleurs, qu'on a vu, les aventuriers, par exemple, hier. Il y a pas mal de liens qui peuvent se faire. Mais là, en fait, de toute façon, il reste plus que 14 minutes, je crois, donc je vais peut-être toi te laisser présenter ta méthodologie, la nuit du code. C'est un projet, un peu de méthodologie, j'en ai pas. Enfin, J'en ai, mais. Ouais. En tout cas, je peux quand même présenter. Le projet. Donc ça s'appelle la nuit du code, parce qu'en fait en Asie c'était de 6h à minuit, parce que ça amusait beaucoup les élèves de rester au lycée jusqu'à minuit. Et donc l'idée c'était de créer un jeu vidéo de A à Z sur Scratch par équipe de 2 ou 3. La première année on a essayé jusqu'à 4, mais 4 c'est trop, il y a toujours des passifs. La première année on s'est un peu trompé aussi parce qu'on leur a laissé trop de liberté, donc ils partaient dans tous les sens, puis ils allaient sur internet chercher des images, des sons, et puis ils voulaient tout de suite faire trop ambitieux, etc. Et donc ensuite on a gardé la liberté, mais dans un cadre. On fait tous en fait, en pédagogie, mais on leur a imposé des univers, c'est-à-dire on leur a imposé des sprites, c'est-à-dire des lutins avec des costumes, des fonds d'écran, des sons, et ils n'en sortent pas. Alors, il y a quand même un panel. Il y a pas mal de lutins, il y a pas assez pour qu'ils partent dans une direction et un autre groupe parte dans une autre direction. Mais on a vraiment le même univers, on leur dit vous sortez pas, vous n'allez pas sur internet. Et ça marche, ça a beaucoup mieux marché. Et puis on leur a surtout demandé de faire une version 1.0, c'est-à-dire une version jouable, même si elle n'a pas de fioriture, même si elle n'a pas de plein de niveaux, même si le méchant il vient de plus en même si un truc simple mais jouable, parce que même en 6 heures ça va très très vite en fait si on veut créer un jeu vidéo. Donc on leur demande à intervalles réguliers de nous expliquer où ils en sont, etc. Et à l'arrivée, et puis on les forme en amont pendant l'année sur les spécificités d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple les variables de vie, les variables de niveau, la gestion du chronomètre. Ça peut être faire un bel écran de présentation de votre jeu en amont, un bel écran de sortie, game over à la fin, des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. C'est souvent envoyer un message, c'est des programmations parallèles, etc. Comment créer par intelligence artificielle le méchant, enfin l'ennemi, comment faire en sorte qu'il soit réaliste, ni trop facile, ni trop méchant, etc. Donc on fait on propose des modules, par fiche d'activité en fait, avec les équipes participantes, avec les collègues participants. Des activités spécifiques pour le jeu vidéo, notamment le clonage aussi. La fonction clonage sur Scratch est assez puissante, mais du coup ça nécessite un apprentissage. Donc préparation en amont avec des fiches, et puis on les met aussi en situation, on leur propose on leur fait une sorte de bac blanc, hein, c'est-à-dire on les met aussi devant un univers avant, et puis on voit ce qui se passe. Là on fait en 2 heures, et puis on voit déjà ce qui se passe. Donc ce qui fait que en les préparant assez bien, ils sont capables en 6 heures de faire quelque chose qui soit déjà... On a été très surpris, on a été vraiment agréablement surpris des productions finales la dernière année, enfin l'année où j'ai quitté, là j'étais en Asie, à Taïwan. Mais ils ont réussi à faire des choses pas mal en 6 heures. Et puis pendant les 6 heures, alors c'est mode open bar, on emmène des pizzas, ils gèrent quoi, et on essaie d'organiser l'espace de manière assez conviviale, un peu open. Et puis les adultes, enfin ceux qui maîtrisent un peu Scratch peuvent les débloquer. On n'est pas là sur un concours, donc voilà. Et la vidéo, ça y est, tout marche bien. Et donc voilà, ce sont des univers. Vous voyez, évidemment les univers, si vous proposez un météorite, des vaisseaux, ça va induire évidemment le jeu, mais ils vont quand même partir sur des pistes différentes. Surtout que là, vous avez des poissons avec des décors, des points. Débrouillez-vous avec ça, les poissons de différentes tailles. Et puis vous avez aussi des lutins de son, mais aussi de texte, ready, game over, go, 1, 2, 3. Évidemment, on donne aussi un choix d'univers, c'est pas un seul univers. Il y a des groupes qui vont choisir le même univers, mais d'autres qui vont... Relance-la du coup, parce que j'ai un peu perdu. Tu peux la relancer? Ouais, bon. Ah, on te reconnaît en haut à gauche. On a une magnifique post-it aussi là.
ça, c'est juste des élèves qui présentaient avant ce qu'ils avaient fait pour que ce soit un peu en relation avec les premiers. On leur dit pas du tout de la robotique, c'est vraiment, voilà, là c'est des univers. Ah, ils avaient le droit de laisser la canette de coca sur la table, la pizza, ils avaient le droit. Après, ce sont des choix. Hein. C'est parfait. Ouais, on sauvegarde. Il vient de Pékin, il n'a pas réussi à venir parce qu'il a eu un petit problème de visa. Voilà. Du coup, on s'est arrangé pour qu'il contrôle l'écran de l'ordinateur depuis chez lui. Lucas, fais un petit coucou. Voilà, voici Lucas. Salut. Ouais, il y avait aussi des élèves du lycée. Et on a fait les élèves, un peu comme dans la télé-réalité, les élèves participaient au vote aussi. En fait, ils jouaient au jeu des autres après, le lendemain, hein, parce que du coup, et du coup, c'est leur pourcentage compté pour voilà, pour désigner les vainqueurs. Mais c'était intéressant un peu de les obliger justement à jouer au jeu des autres, comme ça ils vont jouer un peu ce que faisaient les autres et c'était... alors ça évidemment, ça c'était un projet ambitieux, c'est-à-dire où tout le monde se retrouve au même endroit. Non, moi ce que je propose c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on avait fait avec quelques lycées qui sont venus, mais il y avait les lycées qui étaient à distance notamment, je sais plus, le Vietnam. Mais là c'est avec des élèves qui quand même ont de la pratique. En fait là il y avait 4e, 3e et il y avait aussi des lycéens. Mais tu as déjà fait du jeu vidéo avec eux, ils sont déjà... Bah, c'est ce que je disais, il y avait une préparation en amont. Et mais ce que je veux dire, c'est que le jeu gagnant, c'est un jeu de 3e. Il y a des terminales, hein, il y a des terminales S. Hein. Et clairement, ce qu'on fait les 3e, c'était mieux que ce qu'on fait les terminales. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs, le jeu éventuellement, ou on n'a pas le temps? Je crois qu'on n'a pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, mais c'est qu'en plus, il faut que je joue bien pour montrer les différents niveaux. J'y arrive Moi, ce que jamais. je pensais, c'est. Je sais pas si j'ai très bien compris, mais. Je perds tout le temps. Mais Non, il n'est pas si compliqué. Pour eux, il n'est pas compliqué. Pour moi, il est compliqué. Donc, j'ai un peu de mal. Mais enfin, c'était assez intelligent, c'est que les petits poissons sont mangés par les grands, mais à partir du moment... Donc, au départ, vous démarrez avec le poisson bleu, et quand vous mangez un certain nombre de poissons roses, et ben, une fois que vous avez atteint un certain nombre, vous grossissez, puisque vous mangez, vous grossissez. Donc, en grossissant, vous avez la possibilité de manger plus de poissons qui sont plus petits que vous, etc. Et c'était assez malin. Et puis, il y avait 5 niveaux pour arriver à un trésor. Et puis bon, après, la difficulté, c'est qu'il y avait des poissons qui apparaissaient plus souvent, les gros et plus vite, voilà. Mais assez bien présenté. Et cette idée, voilà, c'est les grands qui mangent les gros, qui mangent les petits. Bon, après, c'est une morale hein, qui n'est pas forcément celle de La Fontaine, mais c'était bien fait. C'était... Non, moi, ce que je propose, c'est qu'en plus, on ne peut pas vraiment le faire en Asie, parce qu'il y a un décalage horaire, 6h, 8h. Par contre, c'est plutôt sympa de le faire le même jour qu'eux. Donc là, ça a été fixé au 18 mai, samedi 18 mai. Le primaire est grandement invité, simplement les univers, on va les restreindre, c'est-à-dire on va proposer moins de choses, des choses plus simples, hein, et moins de personnages, moins de sons, mais je suis persuadé qu'ils peuvent aussi, il n'y a pas de raison. Ah, du coup, ça serait aussi ouvert au cycle oui, 3. j'y pense. Cette année, au Ouais. 18 mai, on peut faire. En fait, oui, bien sûr. Si vous voulez, moi je coordonne, parce que en plus c'est l'AMF qui m'a invité justement à proposer ce projet. Je coordonne en proposant les univers. Je propose les univers, en plus vous en faites ce que vous voulez, soit vous les conservez tels quels, soit vous les adaptez, soit vous dites non, celui-là il va être trop difficile, etc. Et puis surtout, je fais une préparation en amont, je vous envoie quelques fiches là aussi, soit vous les utilisez tels quels, soit vous les adaptez.
Et puis, le même jour, on s'y met tous sur les mêmes univers. Et puis après ça dépend des horaires. Peut-être que certains, c'est plus facile d'ouvrir le matin ou d'autres l'après-midi. Peu importe si on n'est pas exactement calé sur les mêmes horaires. Et puis, organisez vous-même la modalité du... Je sais que par exemple l'AMF n'aime pas beaucoup les concours parce qu'il y a une compétition, elle est très plus esprit de coopération, alors qu'en Asie, si vous faites un truc de coopération, ils ne comprendraient pas, ils veulent vraiment un classement, c'est comme ça, c'est culturel. Voilà, on peut imaginer toutes les modalités, mais par contre, on peut aussi imaginer ensuite de comparer les jeux des productions de nos différents lycées, ou que des élèves d'un lycée jouent aux jeux des autres. Il y a un seul prix en général ou il y en a plusieurs? Il y a un seul prix, enfin il y a un seul jeu vidéo qui est... Ben non, nous on avait fait 3 or, argent, bronze et avec cycle 4 et lycée, nous on avait fait. Parce qu'en multipliant les prix, du coup, on peut un peu casser cet aspect. Et en plus, on avait fait aussi un prix spécial du jury où on n'avait absolument pas justifié. Et si on voyait qu'une équipe travaillait vraiment en équipe, il y avait une bonne cohésion, même si le jeu n'était pas spécialement abouti, il y avait, et ben on les avait aussi valorisés. Quoi, voilà. Quelle est la façon de partager le jour précis? Comment on partage? Et ben justement, ça implique d'avoir qu'à un moment donné, d'abord, le groupe ne travaille plus que sur une seule machine, en fait un seul programme Scratch, et que ce programme soit en ligne. Ça veut dire de travailler en ligne. Et ça veut dire aussi que les élèves ont un compte sur la plateforme Scratch. Parce que moi, c'est ce qui me permettait de... Je ne sais pas si... Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on est à... Là, ça va être l'heure de la synthèse. Je voulais juste dire que pour le cycle 3, et même pour le cycle 2, il y a vraiment des super séquences qui ne correspondent pas à ce que moi je fais, parce que c'est très téléguidé avec un Mais moi, en tout cas, etc. pour le primaire, ça m'intéresse de monter ça pour le primaire, pour ce cycle 3. Mais même... Après, est-ce que le cycle 3, par exemple, est-ce que CM1, CM2, est-ce qu'ils ont une expérience sur Scratch ou c'est que Scratch Junior, etc. C'est ça qui est... Ça dépend des classes. Hein. Scratch normal. Alors, s'ils ont cette expérience-là, c'est encore plus facile. Nous, on peut faire en 6e, quand on cycle 3 en 6e, on peut avoir accès à Scratch normal à la salle. Différenciation possible. Ok. Non, mais je pense que c'est une bonne idée de le proposer pour le primaire. Et on peut faire pas 6 heures, et peut-être que 4 heures. Alors après, justement, est-ce qu'un temps très court, ça va correspondre à des enfants aussi jeunes? Il faut tester en tout cas. Hein? Il faut tester, est-ce qu'un temps très court... très court, 4 heures, c'est pas très court. Hein. Non, mais je veux dire, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément une concentration... Enfin, je veux dire, c'est à la fois, c'est très peu de temps. Ce serait 4 heures dispatchées en 15 heures. C'est ça, en fait. Mais il faut tester, de toute façon, ça n'engage rien. De toute façon, on est libre de faire des pauses. En plus, si j'ai bien compris, c'est sur la base du volontariat. Oui. C'est pas tous les élèves d'une classe qui participent. C'est vraiment comme... en fait, les établissements s'organisent pour amener qui souhaitent. Hein. D'accord. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose d'ouvert, c'est une invitation, mais c'est... on a constaté quand même, pour le coup, ils étaient quand même très motivés pour réussir. Le contexte... Et c'était assez intéressant aussi pour le travail d'équipe, ce qui ne va pas toujours de soi, hein, faut pas, parce que s'il y a quelqu'un a une idée, l'autre a une autre, il y a un consensus à trouver, c'est pas toujours évident. Mais ça laisse aussi la place à des élèves qui sont assez créatifs, parce que vous avez l'éditeur graphique aussi, si vous voulez rajouter des petites choses, ou il y en a qui vont être plus sur le code pur et dur, d'autres sur le scénario du jeu. Le jeu, il y a une gameplay, comme on dit, c'est-à-dire il faut aussi imaginer un jeu qui soit jouable et agréable pour le joueur, et ni trop facile, ni trop dur, etc. Ça, c'est des compétences qui ne sont pas forcément celles de l'algorithmie. Voilà, c'est aussi l'occasion, si vous faites ça, ça peut être l'occasion. Nous, on avait invité, peut-être que parmi les parents, il y a des gens qui sont dans le jeu vidéo, peut-être qu'il y en a ou à côté. Nous, on avait fait... vous avez vu, on avait montré au début des élèves qui avaient fait des projets de pays en robotique. Voilà, avant le concours, ils étaient venus pour présenter. C'est l'occasion de faire un petit événement aussi. Après, c'est à vous de le scénariser. Mais ceux que ça intéresse, vraiment rester en contact. Et puis moi, je structure ça, je vais essayer d'y réfléchir. Mais en tout cas, c'est vraiment la date du 18 mai, parce que comme ça, on est tous ensemble, même avec des modalités différentes. Mais à quelle date on doit se positionner, en fait, si on doit se positionner? Je dirais
en janvier, ouais, fin décembre. On pourrait déjà savoir quels sont les scénarios Ben, c'est-à-dire, peut y avoir ceux des années précédentes pour s'entraîner. Oui, Et puis, pour les nouveaux, faut voir que c'est quand même du boulot de créer les scénarios, parce qu'il faut déjà prendre. Parfois, c'est des éléments, c'est des personnages qui sont pris hors de scratch, donc il faut les scratcher, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut les amener, faire en sorte qu'ils deviennent des sprites, des lutins avec des costumes. Et que ce soit, qu'il n'y ait pas de bug, etc. Plus, il faut aller chercher les sons, parfois. Et donc, c'est un peu de boulot, mais il y a déjà beaucoup d'univers, et on en créera des nouveaux pour l'occasion. Ouais, mais je pense que, ouais, ok. Il y en a qui seraient comme ça, potentiellement intéressés, juste pour savoir? Moi, en tout cas. Ok. Il y a déjà en plus d'autres établissements qui sont intéressés, a priori. Tu me disais qu'il y a déjà d'autres établissements qui sont intéressés. Peut-être qu'on garde le contact par mail, peut-être qu'on peut se faire aussi une petite session de forum pédagogique à un moment donné pour se caler et pour donner pour définir les différentes modalités pour s'y tenir, puis pour apprendre aussi à mieux se connaître et à s'identifier. Ouais, on va faire ça. Moi d'ailleurs j'ai des séquences pédagogiques pour le cycle 3 que j'ai développé. Je crois que, si j'ai bien compris, on peut les partager sur le forum pédagogique. Du coup, en prolongement de cet atelier qui a été un peu raccourci, je ferai ça, peut-être je publierai aussi des résultats, etc. Enfin des jeux vidéo qui ont été produits par les élèves. Voilà, du coup on reste en contact et là on fait la synthèse. C'est bien de montrer des choses comme ça au début quand ils commencent, de montrer des choses qui ont été faites par des enfants de leur âge. Mais en plus Scratch a été pensé comme ça, quoi. Ils savent d'avance en plus que leur projet à eux, il va être diffusé. Oui, en plus. Donc déjà ils vont s'auto-évaluer parce que où ils vont réussir, où ils vont pas réussir, et en plus ils vont être évalués par leurs pairs. Et d'ailleurs moi j'étais surpris parce qu'hier je regardais un peu, là j'ai pas le temps de vous montrer, mais je regardais un peu des projets qui ont été faits, et en fait j'ai vu qu'ils avaient continué après chez eux à travailler dessus, et que surtout leur projet avait été remixé par des gens partout dans le monde. Donc l'interface est vraiment, c'est vraiment une réussite pour moi, c'est vraiment une réussite pédagogique. Non, ils continuent à la maison, c'est sûr. Voilà.